Place à cette conférence que je vous annonçais à l'instant, DRH et si les People Analytics devenaient votre nouveau super pouvoir. On va en parler avec nos amis. Je vais appeler tout d'abord Arnaud Coulon qui va animer cette conférence. Vous pouvez l'applaudir. Installez-vous, Arnaud. Vont le rejoindre Alexis Rouet. Merci Alexis d'être avec nous. On peut vous applaudir aussi. Aurélie Créju, merci Aurélie d'être avec nous. Puis Christian, que je connais d'une autre vie, Aiming, BPCE. Merci Christian d'être avec nous. Voilà, table ronde très intéressante. Et puis restez surtout avec nous à partir de 17h, je vous l'ai dit, Mathieu Langlois qui sera là, ex du RAID, et toujours d'ailleurs médecin, anesthésiste et réanimateur. On parlera de l'attention à l'autre et de beaucoup de sujets. Voilà, à vous de jouer. Et Arnaud, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde de People Analytics DRH, si People Analytics devenait votre super pouvoir. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde et d'accueillir 3 personnes. Tout d'abord Aurélie Crégu. Aurélie Crégu qui est lead du Data and AI HR Office au sein de MBDA. Très intéressant parce qu'Aurélie a un profil à la fois métier, tourné autour de la formation et du recrutement. Et elle a travaillé autour de la structuration de cette démarche data. Donc on a un retour très métier et très expert. Alexis Rouet, donc CDO RH de Renault avec une approche très gouvernance professionnelle finalement de la donnée. Et Christian Verargues, donc ex-DSIRH de BPCE, expert du SIRH et associé chez ThinkIgo, qui a mené des démarches data de centralisation de toutes ces informations. Pour commencer, une question pour Aurélie. Comment on pourrait définir les People Analytics et quelle différence on peut faire avec le contrôle de gestion sociale ? Merci Arnaud, bonjour à tous. Donc, Aurélie Crégu, responsable du HR Data IA Office à MBDA. Donc, très rapidement, MBDA, entreprise européenne d'environ 20 000 collaborateurs dans le domaine de la défense. On a eu une augmentation de nos prises de commandes ces dernières années, ce qui a induit une augmentation de nos volumes du recrutement. Pour information, à titre informatif, on a environ 1000 recrutements en plus à faire en 2026. Donc on commence à s'habituer en fait à ces volumes de recrutement-là. Un des objectifs du HR Data IA Office, justement, c'est d'accompagner MBDA dans cette mise en place d'une démarche de People Analytics pour, s'assurer de la sécurité des données de nos collaborateurs et 2, pouvoir les transformer pour favoriser leur développement en interne. Aujourd'hui, contrôle de gestion sociale et People Analytics vont utiliser la même donnée source, ça va être les données collaborateurs. Cependant, là où le contrôle de gestion sociale aura plutôt une vision, on va dire, descriptive, donc c'est les KPI clés de l'entreprise qu'on connaît tous, masse salariale, taux d'absentéisme, donc plutôt orienté vers le passé, ce qui s'est passé. Les People Analytics auront plutôt une vision prédictive, tournée vers le futur avec des nouvelles technologies comme l'IA, le machine learning, clustering, pour justement prédire, définir des scénarios pour accompagner les collaborateurs, les managers, l'entreprise de façon générale dans sa prise de décision. Merci Aurélie. Une question pour toi maintenant Alexis, en tant que CDO RH, tu as une vue très globale sur les pratiques data RH au sein de l'entreprise. Quelles sont les pratiques que tu observes aujourd'hui dans cette prise de décision RH ? Bonjour à tous. Alors effectivement, pour nous, ce qui est intéressant avec les données RH, c'est que ça serve pour la prise de décision RH. Et là-dessus, en général, comme tu l'évoquais Aurélie, on prend 3 grandes dimensions. On a tout d'abord la dimension informative, où finalement on va se dire quelle est la situation aujourd'hui. Donc c'est le cas le plus souvent de la data visualisation par exemple. On a par ailleurs tout ce qui est prédictif. Donc là, on va se dire qu'est-ce qu'on voit pour demain, quels sont les scénarios qu'on voit pour demain. Et puis, on a le prescriptif. Et donc, le prescriptif, ça va être finalement qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on devrait faire demain par rapport aux objectifs qu'on souhaite atteindre. Et là-dessus, sur ces 3 dimensions, on se rend compte qu'il y a un sujet qui est particulièrement important, qu'on connaît bien en données, qui est la qualité de données. Et finalement, c'est la qualité de données qui va nous permettre d'avoir la robustesse sur les 3 dimensions dont on parlait précédemment. Merci beaucoup Alexis. Une question maintenant pour toi Christian. Avec ta grande expérience dans le SIRH et dans l'informatique en général, quelles évolutions tu as pu constater dans cette manière de prendre des décisions ? Ce que j'ai vu évoluer sur ces dernières années, c'est pas seulement la technologie, mais en fait c'est surtout la manière de raisonner.
C'est-à-dire que historiquement, les RH prennent des décisions qui se sont beaucoup appuyées sur l'intuition, l'expérience, parfois quelques tableaux Excel qu'on extrait de la paye en fin de mois. Aujourd'hui, les entreprises se sont dotées d'architectures data qui sont très puissantes, des nouveaux outils, d'automatisation. Mais le vrai changement, il est pas là. Pour moi, le vrai changement, c'est qu'aujourd'hui, la data, elle est devenue un élément au service de l'action des RH. On ne parle plus de reporting. Pour moi, on parle d'actions concrètes, de cas concrets. C'est comment on recrute différemment, comment on fait évoluer les compétences, comment on anticipe les risques psychosociaux. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on veut traiter avec la data. Et puis, pour moi, il ne faut pas oublier le côté humain. Tout ça doit rester profondément humain. La data ne remplace pas la décision. Pour moi, elle l'augmente. Mais la clé, c'est la conduite du changement. Parce qu'au final, si les managers et les RH ne s'emparent pas de la data pour changer leur manière de décider, finalement, les meilleurs investissements, la meilleure plateforme data du monde ne servira à rien. Bien, merci beaucoup. Alexis, maintenant, je te propose de rentrer dans le concret de ce qui se fait effectivement chez Renault. Et je crois que quand on préparait, tu avais un témoignage, des retours d'expérience particulièrement intéressants de pratiques People Analytics chez Renault. Tu peux nous en toucher deux mots? Oui, tout à fait. Nous, il y a un cas d'usage qu'on est en train d'adresser qui est finalement très back to basic, j'ai envie de dire, hein, sur la data. On va parler de data visualisation, d'analytics, et pas du tout, à ce stade en tout cas, d'intelligence artificielle et encore moins de Gen AI pour l'instant, même si en fait on est en train de mettre le socle qui va nous permettre de faire ça à l'avenir. En fait, là, on parle d'absentéisme et finalement, pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'adresser des sujets qui ont une vraie utilité pour la boîte, une vraie valeur. Et là, bon, quand on parle d'une entreprise industrielle, on se doute bien que l'absentéisme, c'est vraiment clé, notamment au manufacturing, mais pas seulement. Et finalement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on se retrouve assez vite avec des choses qui sont très importantes pour la donnée. C'est finalement tout ce qui est la définition de la donnée. Et donc, que les différentes équipes puissent se dire oui, ok, on arrive à mettre en place un indicateur standard d'absentéisme dans ce cas-là, et on le calcule tous de la même manière, là où forcément, si on le fait par mail, par téléphone et par Excel, bah, même avec la meilleure bonne volonté du monde, on va avoir des définitions d'indicateurs différents et donc des comparaisons qui seront plus différentes et donc finalement une difficulté à prendre des actions qui soient pertinentes. Donc tout ce travail en amont de la donnée finalement avant même son exploitation qui permet cette meilleure exploitation. Merci. Aurélie, tu nous avais partagé ce retour d'expérience, ce projet autour du Skills and Competencies chez MBDA, qui est un sujet vraiment clé pour l'entreprise avec la criticité des compétences. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le projet Skills and Competencies, c'est en fait la création d'un écosystème qui va permettre d'identifier, de définir et d'utiliser les compétences des collaborateurs pour mettre en place les bonnes stratégies au niveau du groupe, que ce soit sur la définition des volumes de recrutement, des profils de recrutement, développement des compétences, gestion des carrières. Tous ces éléments-là pour en fait accompagner l'entreprise vers une notion de skills-based organization. Aujourd'hui, le projet, on l'a construit en 4 blocs interconnectés les uns avec les autres. Donc, le premier bloc, c'est la définition d'une ontologie de compétences internes. Donc, c'est un bloc qui va être transverse. C'est celui qui va porter la partie, on va dire, techno de ce projet vraiment de People Analytics et qui va permettre, au travers de différentes technologies d'IA, d'identifier en fait les compétences des collaborateurs pour pouvoir les utiliser dans l'ensemble des process de gestion RH, puisque ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer ces éléments-là dans tous les processus de gestion de carrière de nos collaborateurs. Le deuxième bloc, c'est le bloc qui est autour de la learning strategy, ou comment est-ce qu'on va développer les compétences de nos collaborateurs avec les notions de skilling, de reskilling. Le troisième bloc, c'est le bloc qui va être autour de la partie de skills and competencies, stratégie. Donc comment est-ce qu'on va s'aligner en tant que RH, business, learning autour des compétences nécessaires pour le futur dans le cadre de l'entreprise. Et le quatrième et dernier bloc, c'est la partie stratégique workforce planning. Et donc comment en tant qu'entreprise, on s'assure qu'on aura bien la bonne compétence au bon moment, au bon endroit dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a fait le choix de le développer en interne, ce premier projet de People Analytics,
parce qu'on avait vraiment envie de pouvoir avoir la main sur cette définition de parcours qu'on veut riche et diversifié. Aujourd'hui, on a des profils de compétences qui sont très spécifiques dans notre entreprise, et donc aujourd'hui, on voulait que ça puisse s'adapter justement aux aspirations de nos collaborateurs. On l'a construit en fait comme étant une sorte de GPS du développement interne, si je puis dire. Donc, il propose différents scénarios basés sur la technologie. C'est une proposition, la décision reste humaine, bien évidemment. Et ensuite, donc, ça permet de se projeter sur 5, 10, 15, 20 ans, parfois même plus dans l'entreprise, parce qu'on peut aujourd'hui faire ce genre de carrière chez nous. Pour se projeter. Et donc, ça aide à la décision des collaborateurs, des managers, de l'entreprise, puisque ça va permettre de stabiliser et désiloter la compétence en interne. Merci beaucoup. Ce que je retiens de vos deux retours d'expérience, c'est que finalement, la démarche People Analytics, c'est une partie décisionnelle, mais c'est surtout une façon d'organiser la donnée de l'entreprise, la donnée RH de l'entreprise, pour aller servir les opérations, pour aller offrir de nouveaux services aux collaborateurs, aux managers, et donc avoir une fonction RH qui soit aussi enrichie et beaucoup plus moderne dans ses pratiques. Merci beaucoup. Une question pour Christian. Ces pratiques sont particulièrement inspirantes, particulièrement impactantes. Si on devait prendre un petit peu de hauteur, quelles seraient les grandes recommandations que tu pourrais formuler pour s'engager dans ces démarches People Analytics? Alors, venant d'un expert SIRH, ma première recommandation va vous surprendre. Elle est simple, c'est partez du business. Ne partez pas de la technologie. Les entreprises qui réussissent leur projet data ne sont pas celles qui achètent un outil, mais sont celles qui se posent une question, qui décident de traiter une question du style, quel problème métier je souhaite traiter. Est-ce qu'on veut réduire le turnover? Est-ce qu'on veut travailler sur les compétences critiques? Est-ce qu'on veut accélérer la performance des équipes? Ensuite, pour moi, il faut développer la culture data RH. Et ça, c'est souvent le plus dur. Les équipes RH sont formidables, notamment sur l'humain. C'est quand même leur priorité, c'est ce qu'on leur demande. Et de fait, pas toujours à l'aise sur les tableaux, le prédictif, les chiffres. Mais ça s'apprend. Ça s'accompagne, c'est très bien de le traiter. Et puis, sur ma dernière recommandation, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les grands projets de transformation, il faut un engagement de la direction. C'est vraiment un élément important. La data, ce n'est pas un gadget RH. Pour moi, c'est un levier stratégique. Et un sponsor au plus haut niveau, je dirais sans sponsor au plus haut niveau, sans moyens, en fait, ce projet restera peut-être un joli PowerPoint. Merci Christian. Et justement, je voulais rebondir, Aurélie, sur ce dernier point du sponsorship, parce que tu viens finalement de créer ce HR Data and AI Office. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'aller convaincre le DRH d'investir dans cette organisation et de donner des moyens pour cette entité autour de la data et l'IA? Oui, effectivement, ça a été une belle histoire. Et comme tu le dis, Christian, sans sponsorship au plus haut niveau, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un DRH qui est passionné d'innovation, ce qui fait partie de nos valeurs. Et aujourd'hui, donc, quand je suis allée le voir et que je lui ai dit on voudrait intégrer l'IA dans nos processus RH, il m'a dit banco. Allons-y. Aujourd'hui, on voit effectivement toute la création de valeur qu'il peut y avoir, que ce soit pour la RH, mais de façon aussi beaucoup plus large pour l'entreprise. Et donc, du coup, c'est, j'ai envie de dire, mon meilleur sponsor, mon meilleur stakeholder que je pouvais avoir, que ce soit pour convaincre aussi nos comités de direction, puisqu'aujourd'hui, ça permet de montrer justement tout l'apport de la valeur qu'il y a. Après, là où il a vu la valeur aussi, c'est qu'on a commencé par la partie learning, puisqu'on avait commencé il y a quelques années. Aujourd'hui, on a commencé par le learning parce que c'est quelque chose qui est clé chez nous dans l'entreprise. On a de gros enjeux d'upskilling, de reskilling, on en parlait un petit peu plus tôt sur le projet Skills. Et c'est ce qui permet aussi justement de montrer toute la création de valeur qu'il va y avoir. Et aujourd'hui, c'est aussi parce que la responsable learning est, j'ai envie de dire, dans la même veine, vraiment passionnée d'innovation. Et à partir du moment où ça crée de la valeur pour les équipes, pour l'entreprise, pour les collaborateurs, c'est une très belle opportunité, en tout cas pour nous. Alors, j'ai pas compté précisément, mais tu as dû dire valeur une bonne dizaine de fois. Et donc, ce que je retiens de là, c'est démontrer la valeur. Et la démarche, c'est de commencer petit, comme vous l'avez fait avec le learning, pour dire OK, on a démontré, on est crédible sur le sujet, et ça nous permet de passer à l'échelle. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, de pouvoir justement être au service et dans l'accompagnement de l'entreprise et de l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup.
Alexis, dans ton rôle de CDO RH, tu es gardien du temple, gardien des règles de gestion des données, gardien de leur conformité, ces gros mots liés à la data. Comment, dans ton rôle de CDO RH, tu articules justement ces règles de conformité, ce besoin de conformité, ton rôle de gardien du temple, et ce besoin de générer de la valeur avec les données? Ouais, alors tout à fait, effectivement, en tant que CDO, on est toujours un petit peu schizophrène et on a ce besoin de générer de la valeur qui est tout à fait essentiel, tout à fait fondamental. Enfin, finalement, c'est vraiment ce sur quoi on bosse et ce pourquoi on bosse pour valoriser le patrimoine de données qu'on a en responsabilité. Et par ailleurs, on a des grosses contraintes de conformité réglementaire, surtout au RH, bien entendu, avec notamment la RGPD et également l'AI Act qui est en train d'arriver, pour ne compter que ceci. Moi, j'ai l'habitude de dire que finalement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là, je pense que ça s'applique vraiment très bien ici, dans le sens où on ne va pas pouvoir avoir l'un sans l'autre. On va avoir cette valeur si en fait on est sur une valeur qui va être conforme au sens réglementaire du terme. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'on puisse s'inscrire dans le cadre dans lequel on souhaite s'inscrire et qui soit conforme et qui soit en phase avec les valeurs de l'entreprise. Au-delà du cadre réglementaire, peut-être que finalement nos valeurs vont faire qu'on ne va pas faire exactement tout ce qu'on pourrait peut-être faire avec les données également. Donc ça, je pense que c'est une subtilité qui est importante. Et par ailleurs, j'ai aussi coutume de dire que finalement, on voit souvent les règles, comme la RGPD, également les AI Act, comme des contraintes. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, j'ai jamais dit non à un projet pour ce type de contraintes. On a toujours trouvé la manière de faire les choses, même si on a dû changer la façon dont on allait faire les choses pour être effectivement conforme. Et en fait, la façon dont est construite, par exemple, la RGPD, on a un grand principe dans la RGPD, qui est le principe de minimisation des données personnelles, où on se dit, bon, bah, en fait, on ne va pas prendre toutes les données auxquelles on a accès pour faire fonctionner ce projet, on va prendre juste les données dont on a besoin. Et là-dessus, en fait, on est vraiment sur un travail d'ingénieur, j'ai envie de dire, un travail où on va s'assurer de la frugalité de ce qu'on va faire. Et finalement, ça va nous permettre aussi d'économiser de la complexité, d'économiser des efforts par la suite, puisqu'on va vraiment créer le juste nécessaire. Et ça, c'est un effet vertueux dont, à mon sens, on parle un peu trop peu, sans compter le fait qu'en tant que consommateur, en tant que client, en tant qu'utilisateur, en tant que collaborateur, je pense qu'on peut tous se féliciter de ce type de réglementation dans le cadre dans lequel on est dans l'écosystème. Et par ailleurs, sur le sujet du réglementaire, j'ai l'habitude de dire que c'est un contrat de confiance qui est passé. Et on voit énormément de fuites de données aujourd'hui personnelles dans les services publics, parfois chez des employeurs même. Et imaginez que vos données personnelles ont été piratées dans les systèmes de paye de votre employeur. C'est quelque chose qui est très problématique. Et au-delà même du réglementaire, il y a ce sujet de confiance que les collaborateurs peuvent adresser auprès de leur employeur. Donc c'est particulièrement structurant. Christian, un dernier conseil peut-être pour les DRH qui hésiteraient encore à se lancer dans une démarche People Analytics? Ouais, alors plusieurs éléments. Je dirais le premier qui est très simple, c'est ne vous laissez pas impressionner par la technologie. Les People Analytics ne commencent pas par des algorithmes. Vraiment, je le redis, concentrez-vous sur le besoin métier, le besoin business de l'entreprise. C'est vraiment avec ça qu'il faut démarrer. Le deuxième point, c'est que raisonner data, People Analytics, c'est un vrai sujet de transformation. C'est un changement de posture. Pour moi, le DRH va passer de « je pense que » à « je sais que », parce que la data me le dit. Alors oui, c'est déstabilisant, mais c'est très puissant. Et je pense que pour le DRH, c'est aussi un gage de crédibilité auprès de la direction générale. Le troisième point, plus un peu du mode projet, c'est allez-y de manière itérative. Commencez par un cas d'usage, rendez-le efficace, communiquez sur ce cas d'usage, parce que ça va vous permettre de progresser. Il vaut mieux un cas d'usage réussi qu'une grande plateforme data du groupe qui est utilisée par personne.
Ensuite, bien sûr, viennent les sujets d'infrastructure, et là, c'est ma spécialité. On va parler de SIRH, de hub de données, voilà, d'intelligence artificielle, mais ces moyens, pour moi, restent au service d'une ambition. C'est faire des RH un acteur stratégique de l'entreprise, encore une fois, tourner business. En clair, pour moi, les People Analytics ne rendent pas les RH moins humaines, attention à ça, mais pour moi, ces People Analytics leur donnent beaucoup plus d'impact tous les jours dans le fonctionnement de l'entreprise. Merci beaucoup, Christian. En résumé de nos échanges, là, je retiens 3 grands points. Le premier, les People Analytics comme une transformation de mindset, une nouvelle façon de se poser des questions et d'aller chercher les réponses en utilisant des données. Peut-être pas toujours d'ailleurs les données du SIRH et comment on peut aller explorer d'autres périmètres de données qui peuvent être disponibles par ailleurs. Tout un sujet autour de la gouvernance et de l'architecture, comment on met en place les bons outils, comment on met en place les bonnes règles et les bonnes organisations pour s'assurer que ces données soient utilisées de façon performante, mais aussi conforme à la réglementation en assurant la protection des données personnelles de nos collaborateurs. Et enfin, ce sujet de l'approche pragmatique, orientée client et impact, avancer par petites itérations et presque opportuniste, on pourrait dire, on a une occasion de délivrer un fort impact, alors on va pouvoir investir sur de la technologie, on va pouvoir investir sur de l'organisation et in fine justifier ces investissements par de l'impact. Merci pour votre attention. On peut vous applaudir, applaudissez-les encore une fois tous les 4, Alexis, Christian, Aurélie et Arnaud. Qui a des questions à poser, qui veut réagir à cet échange, à cette présentation? Alors, je ne sais pas où est mon ami qui a le micro. Alors, le micro est là, et on va pouvoir vous laisser la main. Le micro arrive. Merci à toi. Merci de vous présenter, et on écoute votre question. Bonjour, je suis Catherine Thibonnet, je travaillais chez Natixis et maintenant je suis en freelance sur la formation à la data. Et vous avez parlé de la formation des RH, ça s'apprend. Les RH n'aiment pas les data souvent. Est-ce que vous pouvez nous donner des retours d'expérience sur la formation des RH? Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est aujourd'hui, en retour d'expérience, je me suis lancé en indépendant en septembre et c'est le principal de mon business, la formation à data RH. Et c'est, je l'observe bien, le premier cliquet, la première chose à réaliser. En termes de retour d'expérience, pour moi, le gros sujet du moment, c'est le mindset analytique. Et comment on aide les RH à penser différemment en utilisant les données, se poser les bonnes questions, intégrer la stratégie de l'entreprise et faire le lien entre la stratégie et les données. Et ensuite raconter une histoire avec ces données. Un autre retour d'expérience aussi, c'est rendre les choses fun. Et il y a un certain nombre d'outils qui existent pour illustrer et pour décorréler l'apprentissage du geste qui peut être technique, Excel, de devoir faire les formules, etc. Mais vraiment prendre de la hauteur pour débloquer et faire ce cliquer du mindset. Et en réalité, c'est la première bonne étape parce que la formation, c'est ce qui amène aussi la curiosité aux autres sujets et qui permet de comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de la data. D'autres témoignages peut-être sur ce? Moi, j'ai envie de compléter d'un point, mais du coup, je vais te reposer la question, parce que sans faire de publicité, Arnaud est en train de travailler sur un livrable absolument magnifique, puisqu'on va produire un livre blanc data, a priori au printemps, avec une enquête sur beaucoup d'entreprises. Et Arnaud, il y a une dimension sur laquelle tu as travaillé qui était sur le recrutement. Et de dire sur les centaines de milliers de recrutements sur lesquels on a travaillé, combien de fois on retrouve le mot data, people analytics, etc. Peut-être pour donner un peu plus, encore une fois, de crédibilité à la nécessité de former les équipes RH. Je crois que c'est quelque chose qui ressort très fort. Ouais, c'est un beau sujet. Donc, la base de données, c'est 160 000 offres d'emploi RH que Hello Work m'a partagé. Je les remercie encore s'ils sont présents dans la salle. Et donc, j'ai réalisé une analyse du contenu textuel des offres d'emploi en tant que chargé de projet RH, vous allez, etc. Et donc, en comptant les occurrences des thématiques data, 84% des offres d'emploi RH parlent de data. Donc ça veut juste dire que c'est omniprésent. Mais par contre, quand on creuse un petit peu, 50% parlent de Excel et 50% parlent du SIRH. Donc le constat, c'est qu'on a une approche aujourd'hui qui est très artisanale et très tournée autour des processus, là où la data RH, où on veut l'amener, c'est une approche plus décisionnelle et prospective et prédictive. Autre question, qui a envie de poser là-bas? On a madame qui tend la main. On va s'approcher de vous. Et on va vous écouter. Et d'abord, on fait connaissance. Qui êtes-vous? Bonjour.
Alors, je travaille dans le contrôle de gestion sociale, dans une société dans l'éducation. Et je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut passer d'un niveau descriptif, comme vous l'avez dit, à un niveau prédictif. Donc voilà, c'est principalement ma question. Qui prend la main? Alors, je vais rebondir effectivement sur 2 points qui ont été mentionnés par Arnaud et Christian à ce niveau-là. C'est effectivement repartir de la question et du besoin business. Aujourd'hui, en fonction du besoin du business, est-ce qu'il y a besoin d'aller directement sur un niveau vraiment prescriptif? C'est la première question à se poser avant de se lancer effectivement dans l'achat d'outils, de plateformes, de techno et ainsi de suite. Et le deuxième point en tout cas, c'était la partie de transformation de mindset. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je vais le réfléchir. Aujourd'hui, pour moi, les deux ne s'opposent pas, dans le sens où les indicateurs clés que nous donne le contrôle de gestion sociale sont et resteront très importants. Après, c'est en fonction de l'étude qu'on souhaite faire de ces indicateurs, comment est-ce qu'on souhaite les projeter. Tout part de qu'est-ce que je veux savoir de ma donnée, en fait. Et pour compléter, je pense qu'effectivement, c'est super important, comme ça a été dit, de partir de la valeur du besoin, mais également de se dire, OK, de prendre un petit peu de distance et finalement de se dire, ce process très opérationnel sur le contrôle de gestion sociale, il va me permettre de clarifier telle et telle donnée. Et en fait, ce dont on se rend compte, puisqu'on parle de prédictif, c'est que assez souvent, quand on met un dataset, quand on collecte des données et qu'on expose un dataset, on peut répondre à la question à laquelle on avait pensé, mais ça permet également de répondre à d'autres questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc pour moi, c'est toujours vertueux de faire ce pas de côté à côté du process opérationnel et puis de se dire, finalement, en termes de complétude de data, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce qu'on a une dernière question? Qui veut réagir? Qui veut poser une question? Qui veut partager avec nous un retour d'expérience? On va vous applaudir tous les 4. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.